Bienvenue dans Infirmière de novice à experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel. Nous sommes Sylvie et Karine, deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain. Dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et les réalités de la profession infirmière. Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique. Alors mettez vos écouteurs, prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à experte. Bonne écoute! Bonne écoute! Bonjour Karine! Salut Sylvie, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, je voulais qu'on parle dans notre nouveau podcast, donc notre nouvel épisode, de quelque chose qui arrive souvent, mais je te dirais que c'est beaucoup la hantise de nos étudiantes. Les fameuses erreurs. Que ce soit les erreurs de médicaments, les erreurs au niveau des méthodes de soins, donc toutes les erreurs qui peuvent survenir dans la vie d'un étudiant, mais aussi qui peuvent arriver dans la vie d'une infirmière parce qu'on est toujours à risque de faire des erreurs. Fait que je pense que ça pourrait être un bon sujet aujourd'hui pour essayer oui, de comprendre c'est quoi les erreurs, d'où ça provient, mais surtout de trouver des façons de se protéger, de faire des erreurs. C'est sûr dans notre pratique, on va toutes faire des erreurs. Mais quand on est conscient des mécanismes de protection qu'on peut se mettre, ben, je pense que ça pourrait être aidant ou ça pourrait être intéressant pour eux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sûr. Puis je pense que les erreurs, c'est un mot qui couvre large, mais que tout le monde a probablement fait des erreurs dans leur début de pratique. Puis même des fois rendu après plusieurs années, là, on n'est pas protégé d'erreurs. C'est sûr que quand on apprend, comme tu dis, quand on est stagiaire, quand on commence une nouvelle profession, on se sent plus fragile à ces erreurs-là. Puis probablement qu'on en fait aussi. On est plus fragile. Ça ne veut pas dire qu'on en fait plus, mais il faut reconnaître cette fragilité-là. Puis c'est une peur que plusieurs de nos étudiants ou nos nouvelles infirmières, c'est de la peur de se tromper parce qu'on deal avec des humains au bout de la ligne. C'est quand même un danger. On s'expose à ces risques-là énormément en tant qu'infirmière. Effectivement. Puis, tu sais, des fois, les étudiants vont dire: «Ah, mais c'est rien qu'une petite erreur, tu sais, j'ai rien qu'oublié un Tylenol». Mais ça reste que c'est un médicament. Tu as juste eu la chance que ce soit un Tylenol aujourd'hui, mais ça aurait pu être un autre médicament qui est beaucoup plus dangereux, que tu aurais donné du Diluted au lieu de donner de la morphine, a 10 fois l'effet euh, demandé que de la morphine. Et là, ça aurait pu causer presque la mort d'un patient. Donc, tu sais, il n'y a pas de petites ou de grosses erreurs. C'est toutes des grosses erreurs, mais des petites erreurs, non. Des fois, on est juste chanceux parce que l'effet va être moindre pour le patient. Mhm. On a été chanceux dans notre erreur, finalement, qu'elle n'ait pas trop d'impact. Puis on se souhaite tous une erreur de Tylenol plutôt qu'une erreur de morphine, ça, c'est certain. C'est Mais ça. ça montre la même fragilité au niveau de nos vérifications de médicaments, au niveau de notre vigilance. C'est la même vigilance que je devrais avoir quand je prépare un Tylenol que quand je prépare une morphine. Je devrais être autant à l'affût de ma feuille d'enregistrement, de ma prescription, bien la relire et tout ça. Fait que ça, c'est autant important. Mm. Si on essayait de définir c'est quoi, mettons, une erreur selon nous, parce que peut-être qu'il y a l'évidence là, de, par exemple, de donner une mauvaise dose de médicaments, mais il y a peut-être des erreurs qui sont moins évidentes ou qu'on peut moins s'imaginer au début, là, dans le fond. Selon toi, ce serait quoi une erreur de soins infirmiers? Ben, ça pourrait être juste de ne pas faire de surveillance. Donc, tu sais, tu as donné un médicament, tu n'as pas fait les surveillances après. Ben, Mhm. tu es peut-être juste chanceuse que le médicament était efficace, mais s'il n'a pas été efficace, puis tu ne l'as pas surveillé, ça veut dire que tu n'es pas intervenu après pour essayer de régler encore son problème. Donc, à mon avis, je pense que c'est une erreur. Oui. Ça peut être au niveau du matériel. Tu n'as pas surveillé le matériel, donc une méthode de soin, une sonde. Tu sais, je vais te parler d'un cas vécu. Tu sais, le patient a une sonde urinaire, puis ça ne draine pas.
Et puis Mhm. là, tu dis, ah, ben là, je vais, OK, on va appeler le médecin, ça finit qu'on donne des bolus de soluté, tout ça. Ça draine pas. Pour se rendre compte que c'est parce que la sonde est coudée. Fait qu'il y a la vessie pleine. Il est chanceux, le patient, de ne pas avoir eu de conséquences parce qu'il n'y a pas de problématique rénale, il n'y a pas de problématique d'insuffisance cardiaque non plus, mais on aurait pu causer un préjudice important. C'est pour moi de ne pas surveiller les méthodes de soins qu'on utilise, donc tout ce qui est appareillage, je pense que c'est de la responsabilité de l'infirmière. Fait que si tu ne le fais pas, ça peut causer un préjudice. Si tu causes un préjudice, à mon avis, c'est parce qu'il y a eu une erreur, un Mhm. oubli. Tu sais, une erreur, ça peut être aussi un oubli de ne pas faire quelque chose, comme de ne pas donner un médicament. Toi, Oublier de as-tu des surveiller quelque exemples chose. Oublier d'erreurs de autres? valider, excuse-moi, oublier de valider une information, par exemple, on parle des techniques de soins, mais vérifier que ton patient est allergique à l'iode ou pas avant de désinfecter. Donc, ça, c'est des oublis, mais qui peuvent avoir des conséquences finalement auprès des patients. Mm. Exact. Donc, c'est pour ça que la vigilance devient hyper importante dans tout ce que tu fais comme infirmière, que ce soit en évaluation, que ce soit en intervention ou en continuité des soins. Ouais. Donc, tu sais, la continuité des soins, elle est là pour justement essayer de pallier puis de voir arriver des complications ou des problèmes. Si tu ne le fais pas, à la limite, ben, il y a une problématique qui est, dans le fond, une erreur aussi. Il y a eu un manque de suivi, un manque de surveillance. Mhm. Mais on ne les écrit pas toutes. Tu sais. À un moment donné, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis après ça, ben là, il y a des mécanismes en place dans les milieux qui, sur certaines erreurs ou certains accidents ou incidents qui vont arriver. Mais ça peut être de tout type. Si tu regardes la H223, qui est la feuille de suivi au niveau des erreurs d'accident, des incidents-accidents, ça peut être aussi banal que, ben pas banal, mais ça peut causer des problématiques. Un plancher mouillé puis qu'on n'a pas mis une pancarte. Mhm. Un patient qui aurait échappé un verre d'eau proche du lit, puis le patient pourrait glisser puis tomber. Donc, tu sais, je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent amener des accidents ou des incidents. Ouais. Puis avant qu'on rentre dans justement qu'est-ce qu'on fait quand on voit une erreur ou un incident, accident, parce que dans le fond, pas tous les incidents, accidents sont originaires d'une erreur humaine, là, mais parfois ça vient de nos soins. Avant qu'on aille vers qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, moi je veux juste normaliser que justement on est humain. Donc, même si on souhaite avoir une vigilance, une rigueur continuelle, puis être super allumé en tout temps et ne pas faire d'erreur, je pense que ça va être quasiment inévitable en tant qu'infirmière d'en faire à un moment ou à un autre. Fait que ça, il faut, je pense, normaliser ça, puis se dire qu'on s'expose énormément à ces choses-là en tant qu'infirmière. C'est sûr que si tu es chez vous derrière ton ordinateur puis tu travailles avec des fichiers Word, ton erreur, elle va peut-être avoir moins d'impact. Ton erreur d'orthographe, par exemple, Mmh. si tu écris un livre ou quelque chose comme ça. Mais en tant qu'infirmière, ben, nos erreurs, elles ont beaucoup d'impact parce qu'on deal avec des humains. Ça peut entraîner des conséquences, puis même parfois la mort là, pour certaines situations. Il y a des rapports de coroner qui sont sortis, mais il faut revenir en arrière puis se dire qu'on est humain dans cette situation-là. Puis c'est pas vrai, je pense, qu'on peut avoir une attention à 100% en tout temps. C'est un peu irréaliste de se dire qu'on n'a pas ces bris-là d'attention ou ces bris-là de mémoire. Donc, on va oublier, on va faire un moins bon suivi avec un certain patient parce qu'on est pris dans une autre chambre. Donc, ces choses-là, elles vont arriver. Après ça, il y en a, tu sais, ça, c'est une perception. Il faut normaliser ça, puis pas trop s'en vouloir, mais après ça, il faut se mettre en action pour éviter d'en refaire d'autres des erreurs, là, ça, c'est sûr. Mais je pense que juste commencer avec ça en tête, de se dire, en tant qu'étudiant, premièrement, les erreurs, souvent, on apprend par nos erreurs, donc sont encore plus normales, je pense, dans un processus d'apprentissage. Mais après ça, même en nouvelle infirmière, là, ben, les erreurs, elles vont arriver. Exact. Puis, euh, quand on commence les premiers stages ou les premières fois qu'on donne la médication, parce qu'on va le voir beaucoup avec la médication, donc les erreurs, dans certains programmes, dans certaines sessions, il n'y a pas de place à l'erreur.
Mhm. Donc, fait que ça aussi, il faut que, quand tu es étudiante, il faut que tu en parles avec ton prof, de dire, OK, bon, on n'a pas le droit, si je fais une erreur de médicament, ben je coule mon stage. C'est sûr que ça met une pression davantage sur ton travail, sur la façon que tu vas gérer tes médicaments, mais ça fait aussi partie de ça. Donc, de ne pas minimiser, de dire, ah, ben, j'ai juste fait une erreur. Non, toute erreur est quand même importante. Donc, fait qu'il faut que tu en discutes avec ta prof de stage, de voir c'est quoi les erreurs, qu'est-ce qu'elle s'attend comme erreur aussi. Si elle dit non, aucune erreur, mais c'est aucune erreur dans la préparation, dans l'administration, dans le suivi. Donc, ça, il faut être clair comme enseignante envers aussi nos étudiants, de Oui. savoir qu'est-ce qui est une erreur, de qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui peut être acceptable, je dis entre guillemets, versus qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, je peux imaginer qu'est-ce que tu veux dire en expliquant comment je vérifie les médicaments des étudiants, mais quand l'étudiant arrive avec des médicaments, puis qu'il me montre qu'il a oublié un comprimé ou qu'il y a un comprimé de trop ou de moins, par exemple, dans ce qu'il a préparé, pour moi, j'agis comme un filtre, hein. Je suis là pour éviter que cette erreur-là vienne aux patients. C'est un peu mon rôle en tant qu'enseignante, c'est d'encadrer cette préparation de médicaments-là, de corriger les tirs, puis de voir avec l'étudiant comment on fait pour pas que cette erreur-là se répète. Mais après ça, si l'erreur survient dans la chambre, alors que mon rôle de filtre peut être moins présent parce que je ne peux pas suivre mon étudiant en tout temps, puis s'il donne un comprimé au patient de la chambre d'à côté, par exemple, ben, la valeur de l'erreur n'est pas la même. Là, parce que ça s'est rendu au patient. Reste que je pense qu'on a le droit d'apprentissage là-dedans, puis tout ça, puis tout vient dans notre autocritique. Moi, ça, c'est ma vision. Si tu te fais une erreur, puis tu es capable de le dire, de le nommer, de voir comment tu te réajustes, de voir qu'est-ce que tu vas faire dans le futur pour éviter que ça revienne, que la semaine suivante, après ton erreur, te montrer à, tu dis à la prof, aujourd'hui, je fais telle chose pour me réajuster, la prof est capable d'être témoin des choses que tu as mis en place. Je pense vraiment que l'erreur, elle peut être plus acceptable, je vais mettre ça entre guillemets, que si tu la minimises puis tu dis, ah, mais c'est juste ça, mais puis finalement, le patient n'a même pas eu d'impact. Si c'est ça ton discours pour ta prof, ça va devenir probablement inacceptable. Fait que je pense que tout est dans la réaction, dans la perception de cette erreur-là, finalement. Exact. Puis de qu'est-ce qu'on fait comme étudiant avec une erreur? Et donc, si je reprends ton exemple, de dire, ah, ben, elle a préparé juste un comprimé au lieu de deux. Puis moi, quand je la vérifie, ben là, je lui fais part qu'il lui manque un comprimé. Il faut que, comme étudiante, que tu sois capable d'avoir une introspection et de dire, qu'est-ce qui a fait que j'ai un comprimé au lieu de deux? Parce qu'il peut y avoir plusieurs sources d'erreurs. C'est-tu parce que tu n'es pas capable de lire ta FADM? Y a-tu quelque chose que tu ne comprends pas sur la prescription? Parce que la Mhm. prescription, sur ta FADM, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de préparer le bon nombre de comprimés. Donc, si tu n'es pas capable de bien la lire ou si tu ne la lis pas correctement, ben, c'est ça qui amène l'erreur. Donc, fait que si c'est parce que tu ne comprends pas la FADM, ben, il faut le dire. Pas juste dire, OK, ouais, je vais faire attention la prochaine fois. Ouais, mais va plus loin. Essaie de voir qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette erreur-là. C'est-tu parce que tu t'es fait déranger? Donc, tu n'avais peut-être pas la place optimale pour préparer tes médicaments. Il y avait deux, trois collègues en plus, puis une infirmière qui était là, ça parlait fort, puis tu as de la difficulté à te concentrer. Et là, à ce moment-là, il va falloir que tu trouves des stratégies pour être en mesure de la prochaine fois que tu vas préparer des médicaments dans un environnement, parce que l'environnement, tu ne seras peut-être pas capable de le changer, mais Mhm. tu vas là que tu te trouves, toi, tes mécanismes pour pouvoir te concentrer davantage, pour éviter donc de te tromper dans les médicaments. Mais oui, Donc, s'ajuster. Mm. c'est ça. Fait que, de voir, puis beaucoup de ce que je me rends compte, parce que j'en ai vérifié beaucoup des médicaments dans ma vie, il y avait, surtout en début, donc dans les premiers stages, c'est l'incompréhension de la FADM. Ouais. Et donc, tu ne comprends pas la FADM. Il y a des bouts de la prescription qui ne sont pas clairs. Tu sais, donner, je ne sais pas moi, 500 milligrammes, un demi-comprimé 2 fois par jour.
Puis là, ben 500 milligrammes, ben oui, c'est 500 milligrammes, c'est ça mon comprimé. Oui, mais tu vas plus loin, c'est écrit un demi-comprimé 2 fois par jour. Donc, il faut que tu le coupes en deux. Ou tu vas avoir, OK, la pharmacie te sert du 250 milligrammes. Ah, ben oui, j'ai un comprimé, puis c'est marqué, il faut que j'en donne un demi. Fait que je vais prendre le 250, je vais le couper en deux. Ben non, parce que c'est 500 divisé par deux, c'est la moitié. Fait que là, tu as pris un 250, tu l'as divisé par deux. Donc, ça, c'est la compréhension des, des prescriptions. Ça, je pense que ça génère beaucoup d'erreurs. Oui, c'est comme si on assume que puisque c'est ça qui est au FEM, puis maintenant qu'on a un système de pharmacie qui est assez efficace puis assez automatisé, là, si on veut, avec des sachets pour chacun des médicaments et tout ça, on dirait qu'on assume que ça va directement ensemble, tu sais. Metformine 250, ben parfait, j'ai metformine ici, ben ça doit être celui-là, puis je ne regarde plus mon dosage parce que j'ai un petit raccourci que la pharmacie m'a déjà préparé le comprimé dans son sachet. Donc, je vais faire juste un lien rapide. Notre cerveau est paresseux de nature, hein, dans le fond. Le plus rapide il peut passer sur quelque chose, le plus vite il va le faire. T'sais. Donc, lui, il va dire, mais mon raccourci, il est là. Pourquoi je prendrais la long run puis vérifier toutes les petites virgules qui est écrites sur mon sachet si ça a l'air d'être la première affaire au début? Donc, il a le goût de confirmer. Il regarde un sachet, il regarde le FADM, il dit ça va ensemble, parfait, mon cerveau, il a le goût de faire ça vite, vite. Mais on dirait qu'on assume que ça va ensemble, mais ça ne veut pas dire. Puis des fois, même, c'est même au niveau des noms de médicaments, on a un nom générique avec un nom commercial ou juste un début qui se ressemble, ben, on va y mettre ensemble. Ou des fois, on a un nom, puis on ne le retrouve pas dans la cassette de la pharmacie qu'ils nous ont envoyé, puis là, on voit le même dosage. 500 mg de tel nom de médicament, un autre nom de médicament, mais 500 mg. Oh! On dirait que, tu sais, des fois, il y a des petits raccourcis qui se font facilement. Puis ça, il faut y faire attention. Vraiment, c'est une fragilité, je pense, qu'on a au niveau de la préparation des médicaments. C'est de créer ces petits raccourcis-là puis avoir le goût d'aller vite. Exact. Puis, tu sais, les médicaments en sachet, ce n'est pas un raccourci de pharmacie, c'est une méthode de sécurité supplémentaire. Donc, ça n'empêche pas ce que tu faisais avant, comme quand j'ai commencé, là, on avait des boîtes de pilules qu'on ouvrait puis qu'on déposait le nombre de comprimés dans les coffres. Bien, on le faisait, on faisait cette vérification-là, on s'assurait qu'on avait le bon, le bon médicament, puis tout ça. Mais avec les ensacheuses, c'est la même chose. Donc, tu sais, elle est là, mais tu dois faire toutes tes étapes. Donc, ce n'est pas un raccourci. Je pense que c'est une méthode de sécurité supplémentaire que les établissements ont mis en place, mais qui crée encore des erreurs. Puis le robot, il n'est pas infaillible. Les robots, ça peut se tromper, ça peut mettre 2 comprimés au lieu d'1, ça peut mettre pas le bon comprimé, pas la bonne posologie. Ça arrive des erreurs. Puis on en a trouvé régulièrement des erreurs dans sa charge parce que c'était pas le bon médicament. Oui. Pourquoi j'étais capable de le reconnaître? Bien, ça vient avec le temps, c'est l'expérience, parce que tu sais que le metformine, mettons, 500, il est d'une couleur, puis le 250, il est d'une autre couleur ou d'une autre forme, parce que tu es habitué, moi, ça fait des années que je le donne, mais quand tu commences, tu n'as pas cette vision critique-là de dire, il ne ressemble pas au médicament que je donne habituellement. Et lorsqu'on est en stage, bien, on met nos étudiants dans des situations de stage, d'apprentissage qui vont être différentes parce qu'on veut leur donner le plus de bagages possible pour qu'ils soient le mieux outillés lorsqu'ils vont commencer comme CP. Donc, c'est normal qu'ils vont apprendre des nouveaux médicaments à chacun des stages. Donc, la référence de dire, ah ben oui, c'est un médicament que je donne régulièrement. Il y a quelques médicaments en 6e session que les étudiants peuvent être capables de faire, mais sinon, ce sont toujours des nouveaux médicaments. Donc, tu as 0 référence. On est toujours en apprentissage, toujours en déséquilibre là, en début de pratique comme stagiaire. On dirait que ça nous suit là, aussi en tant que CP. Je pense que ça prend un certain temps avant de trouver nos repères. Sur les sachets, c'est écrit par contre, hein, souvent, là, en tout cas, dépendant des milieux, mais ça va être écrit un petit comprimé rose. Là. Donc, s'il est bleu en arrière, il faut que ça allume une cloche.
mais j'en ai vu, moi aussi, des erreurs au niveau qui arrivent avant de se rendre chez nous, là, dans le fond, sur le plancher. Mais on dit que pour faire une erreur auprès du patient, là, il y a plusieurs... c'est l'analogie du trou de fromage, là. Tu as sûrement déjà vu ça, c'est aussi, Sylvie, dans les formations, des choses comme ça, mais il faut que tous les trous soient alignés dans ton fromage suisse là, pour te rendre jusqu'au patient. Bien, il faut que les étoiles soient alignées, il faut que tu aies plusieurs filtres qui se sont enlevés pour que cette erreur-là se rende au patient. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre plein de filets de sécurité en tant qu'infirmière, connaître ses fragilités, on en parlera tantôt, mais connaître qu'est-ce que moi, je sais, je suis moins attentive dans tel ou tel contexte pour que je me mette plein de filtres de protection puis que ça ne se rende pas au patient, là, finalement. C'est nos bonnes pratiques qu'on met en place puis des routines de soins, je pense que ça nous sauve vraiment. Là. C'est ça. Puis on est le dernier filet de sécurité parce que c'est nous qui donnons les médicaments. Donc, s'il y a eu des erreurs en amont et qu'on ne les voit pas, ben ça va être quand même de notre responsabilité parce qu'on a donné les médicaments. Donc, on est vraiment le dernier filet de sécurité du patient. Donc, puis j'ai toujours eu le même discours, on n'est pas des passeuses de pilules. Si on était des passeuses de pilules, on mettrait des robots. On est des infirmières qui donnons de la médication. Même si c'est un geste régulier qu'on fait, qui est un geste qui est quotidien, ça reste qu'on administre de la médication. Ce n'est pas tous les professionnels de la santé qui peuvent donner de la médication. Donc, ça fait partie de nos activités. Donc, il faut le faire selon les normes, les façons qu'on leur enseigne. Tu sais, les 5 bons, ça, je pense qu'on les accueille quasiment avec ça dans les premiers stages, quand ils arrivent au cégep en soins infirmiers, les 5 bons. Puis, on leur répète encore en 6e session qu'il y a des 5 bons parce qu'il y en a encore qui oublient. Parce qu'ils disent « Ah non, c'est pas important, ça. Ça, c'était bon en première session. » Ça va toujours être bon. Quand ça fait 30 ans que tu travailles, quand tu ne fais pas tes 5 bons, c'est là où tu es à risque d'erreur. Si tu fais toujours la même chose, il n'y en arrivera pas d'erreur. En tout cas, il va y avoir beaucoup moins de risques. Ouais. C'est pour ça que les procédures sont là et qui sont importantes. Puis la journée où tu les fais puis que tu es un peu moins attentif puis que tu fais de façon systématique toujours tes 5 bons, c'est là que tu vas dire hey, « wow, une minute, là, je viens de me tromper. » Ah non, c'est pas le bon médicament, ça. Pourquoi? Parce que tu as fait tes 5 bons. Si j'ai goût de dire de quoi. Préparer... Puis là, tu me diras si tu es d'accord avec moi, peut-être pas, là, mais moi, j'ai jamais aimé les 5 bons, les 7, les 8, je ne sais plus combien il y en a, mais j'ai jamais aimé le fait de dire OK, il faut que tu apprennes tes 5, 7, puis là, je pense qu'il y en a plus, tes nombres de bons, là. Parce qu'il faut que tu apprennes tes bons, il faut que tu les saches par cœur, puis qu'on questionne l'étudiant sur c'est quoi ces 5 bons, puis tout ça. J'ai jamais aimé ça parce que dans le fond, ça enlève au bout de la ligne, là, ce qu'il faut que tu fasses quand tu vérifies ces bons-là, c'est que tu vérifies chacune des informations qui sont sur ton film. Puis quand tu en auras une de plus sur ta feuille d'enregistrement de médicaments, là, une information additionnelle, par exemple une surveillance qui est écrite ou quelque chose comme ça, si tu la lis puis que tu en as conscience de ce que tu lis puis que tu t'attribues ton outil de travail qui est ta feuille d'enregistrement, tu as fait tes bons. On dirait que c'est de mettre une structure du par cœur dans quelque chose qui ne devrait pas l'être. C'est de te mettre une rigueur de travail, de confirmer toute information avec ce que tu dois administrer sur le sachet ou sur le contenant. Puis après ça, c'est de savoir aussi qu'est-ce que tu vas aller après faire dans la chambre. J'ai beaucoup plus aimé la norme d'administration de médicaments de l'OIQ là, qui va avec des principes de vérification de médicaments, qu'est-ce que tu dois vérifier, mais qui n'est pas nommé en espèce de par cœur. J'ai jamais aimé ça, cet aspect. Tu sais, j'ai déjà eu, OK, nomme-moi tes 5 bons, j'ai déjà vu ça. Nomme-moi tes 5 bons, on va te donner médicaments. Parfait, tu as nommé tes 5 bons, mais après ça, tu ne les as pas appliqués ou tu les as appliqués, tu sais. C'est pas de les savoir ou de savoir les repérer dans ton film, c'est après ça, les confirmer. Fait que si tu confirmes toutes les informations, tu n'as pas besoin de les savoir. Si tu lis le nom du patient en haut, après ça, le numéro de dossier, parfait, j'ai la même chose sur mon médicament. Tu vas en ordre. En plus, tu ne sautes rien. Si tu y vas vraiment une ligne par ligne, tu sais. Fait que j'ai jamais beaucoup aimé ce concept-là, très franchement.
Ben, vois-tu, moi, je ne suis pas d'accord avec toi Je parce sais pas que, pourquoi je le savais. peut-être par ma face, hein, non, parce que les 5 bons, dans le fond, c'est un mémotechnique comme les autres, tous les mémotechniques qu'on leur apprend. Mm. Parce que tu es sûr, puis je suis toujours relative aussi. Moi, ça, il y a les 5 bombes, là, on est 7, 8, 9. Là. Pour moi, c'est pas les 7, 8, 9 qui sont importants, c'est les 5. Puis, en passant, ils sont dans les normes Oui. d'administration, les nouvelles normes de l'ordre. Les 5 bons, c'est de t'assurer de la préparation d'un médicament. Pas le avant, pas le après, c'est vraiment lorsque tu prépares un médicament, tu as 5 choses à valider pour être certain que la préparation, elle est correcte. Donc, tu as Mm. le bon patient parce que ça te prend le bon dossier avec les bons sachets. Donc, ça, avec la bonne FADM, le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie, puis la bonne heure. Okay? Donc, ça, c'est pour la préparation. Fait que si, comme quand tu commences, tu n'as pas de mémo technique, bien, ça se peut que tu oublies l'heure. Ça se peut que tu oublies le nom du patient. Ah, ben, c'est pas grave, je vais le vérifier à la chambre. Donc, tu sais, ça, c'est cette première étape-là. Fait que quand tu sais que tu as tes 5 bons et tu es capable de les cocher, donc, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, il y a l'administration, qui est une autre étape. Okay? Donc, quand tu arrives dans la chambre, tu dois refaire exactement les mêmes 5 bons pour t'assurer que tu es toujours là, c'est vraiment le bon patient parce que tu as une FADM, mais tu as un patient au bout. Est-ce que c'est le bon patient? Il y a encore des erreurs de patients. Non? Oui. Pourquoi? Bien, parce que dans les 5 bons, donc l'étudiante n'a pas coché le premier. Si elle l'aurait coché, bien, elle n'aurait pas d'erreur de patient. Okay? Le bon médicament, parce que je vérifie ce qu'il y a dans mon sachet. En plus, je le vérifie sur l'infodème pour être sûr qu'il n'y a pas eu, pour avoir plein de choses entre le moment où tu l'as préparé, parce que tu l'as préparé à 8 heures, puis le moment où tu l'administres, parce qu'il est peut-être rendu 9h30. Okay? Donc, après ça, ben, la posologie, même chose. Puis, des fois, tu vas te rendre compte de dire, ouais, j'ai peut-être été trop vite quand j'ai fait ma préparation, parce que là, je me rends compte qu'il y a une erreur. Ça te fait un deuxième filet de sécurité. Okay? La bonne voie, puis la bonne heure. Donc, Oui. ah ben non, hein, c'est marqué 22 heures, puis il est 10 heures. C'est plein de choses comme ça. Fait pour moi, les 5 bons, c'est vraiment un mémo technique pour être sûr de ne rien oublier. Puis, ça peut être sur n'importe quel. On a des CCM TPS, on a le Braden. Il y a plein d'éléments qui vont faire en sorte qu'on sait de façon euh, vraiment objective les choses à faire. Okay? Mm. Mais oui, peut-être que c'est peut-être moins bon, mais ça reste que je pense que ça l'a donné ses preuves. C'est encore bon pour l'administration et la préparation des médicaments. Après ça, tout ce qui est Là, qu'on surveillance, soit là clair. qu'on va embarquer avec les autres. Là. Sylvie, j'ai pas dit qu'ils étaient pas bons, par exemple. J'ai dit que je les Donc, aimais pas, ouais. mais là, je veux juste revenir. Dans le fond, c'est pas que je trouve que c'est pas bon, c'est que ça m'interpelle pas. C'est que je trouve que c'est pas assez sur la pratique, puis sur réellement, ça dit pas assez ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est valider le nom du médicament avec l'autre, pas cocher. Okay. Donc, dans le fond, c'est pour ça que je n'aime pas comme outil pédagogique, parce qu'au bout de la ligne, c'est probablement ça. Comme tu dis, c'est un truc mémotechnique. Moi, CCM Spod, toutes ces affaires-là, j'ai de la misère à me rappeler des lettres. Fait que peut-être que c'est pour ça que j'aime pas cet outil-là, probablement. Après ça, c'est sûr que pour moi, c'est super important de valider toutes ces informations-là en tout temps, puis exactement, puis tu l'as bien décrit, comment on le fait, fait que ça, on gardera ça en tête pour nos vérifications de médicaments. Tu sais, c'est pas juste quand on le prépare, c'est aussi quand on est auprès du patient, puis c'est des filets de sécurité, absolument. C'est vraiment le truc mémotechnique que j'aime pas parce que c'est trop loin du geste réel que tu dois faire. Mais tu sais, Mhm. c'est peut-être que mon cerveau fonctionne pas de même, finalement. Mhm. Je suis peut-être quelqu'un qui ça interpelle moins, mais au bout de la ligne, cette vérification-là est essentielle. Je suis parfaitement d'accord, par exemple. Exact. Puis c'est peut-être le fait de ton expérience aussi. Quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on travaille, ben, on a développé nos façons,
Tu sais, toi, probablement que tu regardes une FADM, puis là, tu vas aller cocher toutes tes choses dessus versus fait que sans avoir un mémo technique. C'est correct aussi. Mais quand je pense que les étudiants, quand ils commencent, ont besoin d'une structure. Donc, tu sais, juste de regarder une FADM comme ça, puis de dire, OK, toutes les choses sont cochées, euh, ça peut être bon aussi. Mais Oui. la journée où ils n'auront pas d'FADM parce que le médecin leur donne une médication stable par téléphone, ils n'ont plus ce filet-là d'une prescription qui est faite de la pharmacie. Il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes avec ce que le médecin vient de leur donner au téléphone. Donc, les 5 bons reviennent encore important pour dire, OK, je l'ai-tu noté dans le bon dossier du bon patient? J'ai-tu le bon médicament? J'ai-tu la bonne posologie? C'est tout de suite qui veut que je le donne? Donc, tu sais, ces éléments-là, ton mémo technique vient te sauver pour des choses qui ne sont pas habituelles dans ton travail. Moi, Ah, ben, c'est sûr. C'est sûr. c'est deux façons de voir, mais je peux comprendre qu'il y a des étudiants qui ont de la difficulté avec les 5 bons parce que ça ne les colle pas. Il faut l'appliquer. Tu sais, dans le fond, Oui, en bout de la ligne, c'est le manque d'application de ces concepts-là que j'aime pas, je pense. Quand que je vois un étudiant me dire, ben, mes 5 bons ou mes 7 reports, c'est ça, 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 mais qu'après ça, c'est pas appliqué, ça ne sert à rien que tu les aies appris par cœur. non. Fait que c'est peut-être ce bout-là, c'est l'application de tes concepts sur le papier, puis comment tu l'appliques réellement après qui manque. Puis des fois, c'est peut-être dans notre enseignement que ça manque aussi, puis il faut leur Mhm. montrer à l'appliquer. Fait que j'aime mieux leur montrer à vérifier ces choses-là qu'à les apprendre par cœur. C'est ça que je voulais dire. Oui, ben, c'est ça. Le mémo technique, tu l'apprends par cœur, mais tu le comprends en l'appliquant. C'est ça. Moi aussi, moi, c'est toujours, il faut que tu le comprennes. Si tu comprends pourquoi tu dois vérifier le nom du patient, pourquoi tu dois vérifier que le médicament, le nom du médicament sur ton sachet, c'est la même affaire que sur ta FADA. Si tu fais chacun de tes 5 bons comme ça, en le comprenant, c'est plus du par cœur, c'est de la compréhension. Oui. Au niveau des bons, si on parle des bons, on va parler des bons, c'est correct. Les plus fragiles, selon moi, dans nos erreurs de médicaments, ou ce qui arrive le plus souvent, c'est probablement le moment puis la dose. Je trouve que les gens vérifient peut-être un petit peu moins ou qui sont moins attentifs dans justement toute notre libellé, mais la dose de trouver un demi-comprimé ou un double comprimé, ça, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Puis sinon, au bon moment, de voir que c'est à 21h, pas à 8h le soir, 8h le Mhm. matin, pardon, je devrais dire. Ouais. Mais je pense que les Ça, c'est erreurs dans sont la plus fréquentes dans préparation. ceux-là. Oui, Ça, c'est dans la préparation. Mais tu as aussi dans l'administration, puis je pense que l'erreur la plus courante, c'est l'erreur de patient. Tu sais, mm, c'est l'étudiante en stage qui a juste un patient, les chances qu'elle se trompe, elles sont assez rares. Tu sais, on leur dit tout le temps, quand tu rentres dans la chambre du patient pour te donner ta médication, la première chose que tu vérifies, ton premier bon, c'est le patient. Mais tu vérifies avec son bracelet à toutes les fois. Puis j'ai tout le temps le réflexe des étudiants qui me disent, ouais, mais je le connais, mon patient, depuis un matin, je l'ai. C'est pas grave. Développe des automatismes qui vont te protéger. La journée où tu auras de la médication pour 10 patients, si tu n'as pas pris l'habitude, à chaque fois que tu donnes un médicament, de vérifier le bracelet, tu n'auras pas ce réflexe-là avec 10 patients. mm. Tu commences avec un, après ça, quand tu auras 2 patients, tu vas continuer ça. Puis, je te dirais que je le faisais, je prenais les patients, donc un peu de mon côté. Parce que, tu sais, là, les étudiantes se préparent pour le stage, tout ça. Fait que moi, pendant qu'ils sont en train de préparer leurs médicaments, tout ça, je fais de la tournée, je vais voir les patients. Et au moins une fois durant le stage, je leur dis, vous avez l'obligation, quand elle va vous donner vos médicaments, il faut qu'elle vérifie votre bracelet, que vous donniez votre nom, votre date de naissance. Pas qu'elle ne vous le dise. Et si elle ne fait pas ça, vous refusez votre médication. Et ça, les patients aimaient ça parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne façon, justement, de un peu collaborer à l'enseignement et à la formation. Et j'ai des étudiants qui revenaient et disaient, je ne comprends pas, mon patient ne veut pas prendre sa médication. Ben, je trouve un moyen. Et des fois, ça prend du temps. Là, à un moment donné, ah, c'est parce que je n'avais pas vérifié son bracelet. Ben oui. Vois-tu, ton patient t'a évité, pas fait éviter une erreur,
mais il s'est rendu compte que tu ne faisais pas tes bonnes vérifications que tu dois faire à chaque fois que tu donnes un médicament. Parce qu'il y a encore des Ça m'est erreurs de arrivé, hein? médicaments. Moi, ça m'est arrivé ça en stage, là, je pense que c'était stage troisième session. Moi, en tant qu'étudiante, là. J'ai pas donné de médicaments, mais je suis allée dans la chambre, puis là, je parle à madame 80 ans dans son lit. Je dis bonjour, c'est moi qui s'occupe de vous aujourd'hui. Avez-vous mal à la hanche? Non, non, non. Elle venait de se faire opérer pour la hanche. Parfait, vous avez pas mal, super. Je regarde ses pieds, prends ses signes neurovasques, monte pour voir le pansement. Pas de pansement. Mais écoute, ça faisait 15 minutes que j'étais dans la chambre, là, puis que je parlais à madame, on va dire qu'elle s'appelait Madame Bouchard, là. Je parle à Mme Bouchard depuis 15 minutes en la nommant Mme Bouchard. Elle ne dit rien parce qu'elle ne veut pas me blesser, probablement, mais c'était pas elle pantoute. Pas du tout. Puis là, je continue mes soins. Puis là, il y a ma prof qui apparaît dans le corps de porte. Oh, j'ai failli mourir. Puis elle me dit, t'es sûre que t'as la bonne patiente? Et puis je m'étais complètement trompée. Tu sais, c'est les chambres doubles, évidemment. Ma patiente était à côté. Puis ben ça m'est resté marqué longtemps, là, ça c'est sûr. Puis j'ai justement appris de ça, je pense. Et puis maintenant, ça fait vraiment partie de mon discours, tout ce que tu as dit au niveau du bracelet, de dire aux étudiants que ça rentre dans leur automatisme. Puis en tant qu'infirmière, en début de pratique, il ne faut pas laisser tomber ces vérifications-là. C'est tellement crucial. Avant de faire un soin invasif, avant de donner les médicaments aux patients, il faut vérifier leur bracelet là, parce que c'est vraiment un risque. Puis si tu es fatigué, si tu es surchargé, si tu te dépêches, au bout de la ligne, des fois, les patients, ils se ressemblent. Hein? Une dame âgée de 80 ans, les deux de la même origine, les deux portent un nom, par exemple, très, très québécois, Bouchard, Tremblay. Au bout de la ligne, des fois, ils se ressemblent un peu, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ces choses-là, puis c'est en rentrant dans notre routine là, que ça fait qu'on on les oublie pas dans ces moments-là où est-ce qu'on va être surchargé. C'est sûr que quand je suis super allumée, puis que c'est ma journée où est-ce que je suis en forme, puis que j'ai pas une grosse section, c'est probablement pas là nécessairement que je vais pas me rappeler que ou je vais pas cibler que c'est la bonne patiente. Tu sais. C'est plus tard, quand je vais être Exact. fatiguée dans mon double. Ça se peut, tu Mhm. sais. Mm. C'est ça. Donc, fait que, tu sais, l'importance, donc, tu sais, la vigilance puis les automatismes qu'on se développe devient des méthodes de protection. Tu sais, puis il Ouais. faut être capable, autant comme infirmière que comme étudiante, de dire, il y a des journées où ça va moins bien, où j'ai des conditions aussi qui fait que je suis plus dérangée. Tu sais, j'ai un TDA, j'ai un TDAH, que je suis médicamentée ou pas, je sais que je suis plus fragile. Je suis mère monoparentale de 2 enfants. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'en ai un qui est malade. Là, je suis en stage, puis il faut que je fasse mes stages. Donc, ma vigilance est moins là, je suis plus fatiguée. Donc, il faut reconnaître ça et d'être encore plus vigilant dans ces moments-là. Donc, de reconnaître notre vulnérabilité lorsqu'on prépare la médication ou lorsqu'on en administre, puis de dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter qu'il arrive des erreurs à mes patients. Mm-hmm. Si on sait qu'on est plus stressé aussi dans une journée où est-ce que je change de section, que je connais moins bien mes patients, que je suis très fatiguée aujourd'hui, que je suis très stressée, qu'il y a quelque chose qui me préoccupe, il faut être capable de reconnaître, comme tu dis, nos fragilités. Puis ça, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de prévenir nos erreurs, peu importe, là, on parle beaucoup des erreurs de médicaments, mais toute autre erreur, c'est de savoir à quel moment je suis plus fragile, puis qu'est-ce que je connais moins aussi au niveau de mes connaissances, parce que ça va avec les connaissances, des fois, les erreurs de suivi, des erreurs d'évaluation, de reconnaître qu'un médicament ou qu'un soin, je suis moins outillée pour le faire, bien ça, c'est de reconnaître ma fragilité, puis après ça, bien, on ne fait pas juste la connaître, on va mettre des moyens compensatoires pour essayer de la combler, puis de la minimiser, cette fragilité-là. Moi, personnellement, ma fragilité, c'est quand je suis à la pharmacie puis que ça parle autour. Puis des fois, on a un contexte, nous autres, où est-ce que je travaille, là, c'est une pharmacie, puis on est 3 infirmières qui préparent nos médicaments à côté de l'autre. Puis parfois, ça parle beaucoup de sa fin de semaine, tu sais. Euh, mais là, je suis dans un moment où est-ce que je dois être concentrée puis que je prépare des narcotiques, que je prépare des médicaments. Puis on en donne beaucoup, là, où est-ce que je suis. Donc là, il faut vraiment que je sois concentrée. Mais j'ai commencé à le nommer. Puis je pense que c'est important de dire à ses collègues que cet acte-là, là, présentement, j'ai besoin d'être concentrée. Est-ce qu'on peut parler de notre fin de semaine plus tard?
Je suis super contente de te voir aussi. J'ai le goût de te donner des nouvelles de ma fin de semaine avec mon chum, là, 2, 3 semaines. Mais on s'en reparlera après que j'aille préparer mes médicaments, là, parce que présentement, j'ai besoin de focus et de concentration. Puis je ne suis pas quelqu'un qui a un problème d'attention. Fait que je peux m'imaginer que quand on a d'autres fragilités, stress, anxiété, fatigue, tout ça, c'est un moment là, où est-ce qu'on doit être concentré, puis que dès qu'on a des cloches d'appel, des gens qui viennent nous solliciter, ça peut être vraiment difficile. Au CHUM, à un moment donné, il avait mis des affiches qui disaient « Je suis en train de préparer mes médicaments, veuillez me laisser, puis venez me voir plus tard. » là. Ça avait été mis sur tous les chariots. Je trouvais ça bien parce que ça dit hey, « Présentement, là, j'ai un chapeau qui me nécessite de l'attention, de la concentration. J'ai besoin d'être sécuritaire pendant que je prépare ça. Donc, si ça peut attendre, t'attends. » C'est bien. Puis, vois-tu, toi, on parle des affiches. Moi, ce que j'ai vu, c'est des dossards maintenant, où c'est écrit Oui. dans le dos, je suis occupée à préparer de la médication. Un peu comme un dossard de travailleur, là. Oui, c'est ça. Fait que ça, on a mais ça encore, c'est des outils pour nous aider, mais il faut aussi les appliquer. Parce que si tu les appliques pas, puis que tu as ton dossard, puis tu commences à parler de ton fin de semaine, ça ne donne pas grand-chose non plus. C'est ça, parce Donc, que ça, des fois, j'ai le goût de parler de ma fin de semaine, je dois l'avouer, là, tu sais. Fait que faut se donner cette rigueur-là. Pour on s'expose énormément, comme on disait tantôt. Nos actes, nos actions, nos préparations ne sont pas sans conséquences, tu sais. Donc, il faut y être attentif, là, vraiment, je pense. Mhm. Puis, tu sais, puis on a, oui, bon, ça, c'est une façon là, de dire, tu sais, d'être très attentive. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, le son ne me dérange pas. Les bruits autour, je suis une fille qui est capable de me concentrer, même s'il y a plein de bruits autour. Par contre, moi, où j'ai pas de la difficulté, où je suis moins à l'aise, c'est lorsque je prépare des médicaments que je ne connais pas pour la première fois. Un exemple qui me vient en tête, je travaillais à l'urgence et j'avais une préparation de dilantin à préparer. Et si je regardais, je faisais le calcul parce que je n'avais pas d'FADM, c'était nouveau. Donc, et je regarde, j'ai 10 viales de dilantin à prélever pour pouvoir le mettre dans un sac. Et je dis, voyons donc, tu sais, d'habitude, on prend un vial, des fois deux, 10. Je l'ai Red flag. préparé. Mais, oui, moi, ça m'a flashé. Je disais, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allée voir quelqu'un qui est plus expérimenté. Je commençais. Donc, je suis allée voir une autre infirmière. Je dis, regarde, il faut que je prépare ça. Ça me donne 10 viales. Ben oui, c'est normal. C'est comme ça qu'on le prépare. OK, fait que là, je suis allée me valider, même si mon calcul était correct. J'avais refait mon calcul 2 fois, mais pour moi, 10 viales, ça ne faisait pas de sens. Je ne pouvais pas appeler la pharmacie non plus parce que je pense que ça devait être la nuit, parce que j'avais un poste de nuit. Mais j'ai des collègues qui sont plus expérimentés, qui étaient capables de me valider. Au lieu de dire ah, ça devrait être de même, non, je suis allée chercher vraiment la validation auprès de quelqu'un de plus expérimenté. Ça, pour nos étudiants, je le comprends qu'ils sont toujours anxieux lorsqu'ils préparent quelque chose pour la première fois. Mais trouve-toi aussi des mécanismes pour te valider, pour te rassurer. Tu as le droit de faire vérifier tes médicaments par une autre collègue avant d'aller les donner à ton prof. Si tu n'es pas certaine, puis tu as déjà un peu de difficulté, soit de la difficulté de compréhension, tu es plus fatigué, bon, peu importe, mais demande à une collègue avec qui ça va bien de dire ça te dérange-tu de vérifier mes médicaments? Je vais vérifier les tiens en même temps. Comme ça, on va s'assurer que tout est conforme avant de faire la dernière vérification par la prof. Donc, ça montre de l'initiative, puis un côté sécuritaire. Oui, ça montre qu'on fait ce qu'il faut. Ça va te permettre de te réajuster aussi avant d'aller voir ta prof. Puis en tant qu'infirmière aussi, là, de se valider, comme tu dis, d'aller voir sa collègue, de dire là, j'ai préparé quelque chose, on dirait que je ne suis pas attentive aujourd'hui, peux-tu valider mes médicaments, peux-tu vérifier? Tu sais, il faut s'entraider en tant qu'infirmière, là, c'est super important. Puis tu as mentionné quelque chose qui, je pense, c'est important de souligner, c'est de suivre ses gut feelings, tu sais. Quand on prépare quelque chose puis que ça nous semble anormal, ça nous semble trop, puis un red flag, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai fait clignoter la lumière parce que c'est vraiment important quand on voit que ça nous prend 10 comprimés du même médicament.
pour faire la dose. Il y a probablement une erreur à quelque part. Ça se peut que ça ne soit pas ça, mais on va se valider. Mais de suivre, ça m'est déjà arrivé, je prépare. Là, je dis, mais voyons, ça me prendrait 10 comprimés de clonazepam. Il y a de quoi qui ne marche pas. Bien, finalement, la prescription, c'était écrit 25 mg. On ne donne jamais ça, 25 mg de clonazepam. Mais en début de pratique, ben, je ne sais pas. Moi, qu'on ne donne pas 25 mg de clonazepam, je prépare ça. Puis là, je mets les comprimés dans le petit cup, là, puis je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Bien, ça, il faut avoir l'assurance de poser la question puis de douter. Je pense que c'est une force de douter puis de se poser des questions en tant qu'infirmière. Puis après ça, les poser aux bonnes personnes, à quelqu'un qui est expérimenté, au pharmacien, puis ensuite au médecin, puis de dire, regarde, le 25 mg, je pense qu'on a oublié un 0, devant, juste de même. Là. Mais je pense que c'est important de suivre ces doutes-là, puis de les mettre en application parce que des fois, on ne veut pas déranger en début de pratique, on ne veut pas brasser des choses, on ne veut pas déranger, donc on n'ira pas voir le médecin ou on n'appellera pas le pharmacien. Mais ça, c'est un risque d'erreur finalement auprès de notre patient. Fait qu'il faut suivre nos red flags, puis les soulever, puis appliquer qu'on doit faire avec ça après. Là. C'est super important. Exact. Tu sais, je le dis, on est les derniers filets de sécurité avant l'administration. Donc, tu n'es pas sûr que tu sois en stage, que tu commences dans ta pratique, le téléphone est là. La pharmacie, c'est des spécialistes dedans. Et ça c'est des choses que j'avais développées dans les derniers stages, de demander aux étudiants, ils me posaient une question sur un médicament ou c'est-tu normal? Je ne sais pas. Qui tu vas aller voir? Tu sais, quand tu vas être CP, là, je ne suis pas là, là. Qui tu vas aller voir? Ah, ben là, j'appellerai la pharmacie. Parfait, le téléphone est là, appelle. Hey, ben non, je ne peux pas faire ça. Ben oui, tu peux faire ça. C'est toi qui administres les médicaments, c'est lui qui les a préparés ou qui les a envoyés. Appelle-le et pose ta question. C'est la meilleure personne. Mais oui, il y a ça, mais tu as aussi d'autres outils. Tu peux regarder dans ton guide de médicaments. Dans le guide de médicaments, tu n'as rien, appelle-le le pharmacien. Okay? Donc, ils sont là. Les médecins aussi. Les médecins sont responsables de leur prescription, mais eux autres aussi, ils ont du stress, ça va vite, ils ont plein de choses, on les dérange pour plein de choses. Donc, eux autres non plus ne sont pas à l'abri d'erreurs. Pas parce qu'on prescrit quelque chose que c'est la vérité infuse. Donc, fait que si on voit justement un 25 mg au lieu d'un 0,25, bien, ça a tout un impact sur un patient. Là. Donc, Oui. de retourner, puis il va être bien content que tu dises, hey, ça se peut-tu que je ne suis pas certaine de la dose? Puis peut-être qu'il va te dire, oui, pour ce patient-là, c'est correct. Mais au moins, tu auras été validé, tu auras été vérifié qu'une prescription anormale est correcte ou ne l'est pas par le prescripteur. Oui, absolument. On est tous humains, toute l'équipe multi autour du patient est humain, donc on n'est pas à l'abri d'une erreur, peu importe notre statut d'emploi. Puis aussi, mais on travaille tous pour le même but, pour le patient. Donc, moi, j'ai pour mon dire qu'on ne dérange pas le médecin, on ne dérange pas quelqu'un, on ne dérange pas le pharmacien. Notre objectif, c'est que le patient ait des soins sécuritaires. Fait que on doit tous travailler dans le même sens. Bon, après, s'il trouve que je l'ai dérangé quand je l'ai appelé, c'est son affaire. Mais ça arrive, moi, je trouve que ça arrive de moins en moins. Les équipes sont moins hiérarchiques, là. On n'a plus trop cet enjeu-là. Mais la peur reste, donc il faut l'enlever un peu. Oui. Oui, puis la peur, souvent, c'est la peur de le faire pour la première fois. De donner un médicament pour la première fois. Tout ce qu'on fait une première fois, c'est anxiogène. Donc, d'appeler quelqu'un qui n'est pas une infirmière, qui est un pharmacien, qui est un médecin, c'est anxiogène. Donc, puis après ça, quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, ça va devenir ça va faire partie de ton coffre à outils pour dire j'ai quelque chose, puis je ne sais pas trop comment gérer cette problématique-là au niveau de la médication. Bien, la bonne personne, je vais l'appeler le pharmacien. Des fois, ce n'est même pas le pharmacien, ça va être juste la technicienne en pharmacie. Bien, tu vas appeler les bonnes personnes. Absolument. Si on essaie de récapituler ce qu'on a donné comme truc pour éviter les erreurs ou pour se mettre des mécanismes de protection, dans le fond, on a dit de connaître nos fragilités, de vérifier nos bons, donc d'avoir une bonne rigueur au niveau de la vérification du FADM. Après ça, je pense que tu as nommé aussi de connaître nos fragilités. Donc, tu sais, ta fragilité, c'est un nouveau médicament. Moi, de mon côté, c'est le son et tout ça, d'être à l'affût
de ces fragilités-là nous aide à mettre des moyens aussi pour les compenser. Est-ce qu'on a dit d'autres choses? J'essaie de me Ben, de rappeler. mettre en place des mécanismes, de trouver ses propres mécanismes de Ouais. protection. Donc, que ce soit faire vérifier les médicaments par quelqu'un d'autre, de demander des explications sur une prescription qui ne semble pas, tu ne la comprends pas ou il y a de l'information que tu ne comprends pas parce que tu es dans un nouveau milieu. Tu sais, puis des fois, d'un 6 à l'autre, les FADM ne sont pas faites de la même façon. Tu vas retrouver la même information, mais pas écrit de la même façon, pas à la même place. Donc, fait que ça aussi, ça devient un peu mêlant quand tu te promènes d'un milieu à l'autre comme étudiant. Donc, Mhm. de prendre le temps de comprendre. Si tu comprends ta FADM, si tu comprends qu'est-ce qui est écrit pour ce médicament-là que tu dois administrer, est-ce que tes 5, au lieu de dire les 5 bons, les 5 informations nécessaires pour bien le préparer, est-ce qu'ils sont inscrits? Tu les as, parfait. OK? Donc, mais ils ne seront peut-être pas aux mêmes places, mais il faut que tu retrouves cette information-là. Puis, Ouais. de, de dire que les 5 bons, les 5 informations, c'est un mémo technique pour ne rien oublier en début de pratique, puis que les autres bons, c'est autre chose. Ça fait partie de la surveillance et tout ça. Donc, oui, c'est important, mais il faut faire la distinction entre le geste de préparer et de donner de la médication versus tout ce qui est autour. Le avant, qu'est-ce qu'on va vérifier avant, qu'est-ce qu'on doit vérifier après, les surveillances et tout ça. Mm. Donc, je pense que ça aussi, il faut faire une distinction. Puis là, aujourd'hui, on a vraiment parlé juste des mémos techniques, des choses pour vraiment le geste de préparer les médicaments, le geste d'administrer les médicaments. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour éviter, parce qu'on est le dernier filet de sécurité de nos patients. Oui. Ce que je trouve aussi qui est une fragilité dans la profession, tu sais, je m'inclus là-dedans, c'est de documenter après d'avoir donné un médicament, mais de l'écrire tout de suite dans la feuille d'enregistrement, d'aller écrire nos initiales ou de montrer que c'est donné. Je trouve que des fois, c'est fait tardivement. Donc, quelqu'un qui passe après toi, qui voit que c'est pas donné, va aller donner le médicament parce que tu n'as pas coché que c'était fait. Je trouve que c'est quand même quelque chose, vu notre contexte, qu'on est très occupé, que des fois, on sort d'une chambre, on se fait solliciter, on se fait tirer par le bras pour une autre chambre, puis tout ça. Des fois, dans la gestion de notre temps, c'est des fois pas ce qu'on va aller faire immédiatement en sortant de la chambre, alors que ça devrait, là. On devrait sortir de la chambre, on a donné un médicament, on le signe tout de suite. Mais je trouve vraiment que c'est un risque d'erreur qui est élevé là, au niveau de la médication. Il faut signer nos choses tout de suite quand on sort Mm-hmm. rapidement. Donc, on ne devrait pas encore, en fin de quart de travail, signer nos médicaments qu'on a donnés durant toutes les 8 heures. Ça, c'est un gros risque d'erreur, là, selon moi. L'autre côté est aussi vrai, de signer les médicaments avant de les donner. Ah, ben oui. Donc, tu vas là, moi, ce que j'ai vu beaucoup dans mes milieux de soins, c'est on donne les médicaments de nuit, ils vont avoir été tous signés, puis j'arrive à 6h30 le matin, les médicaments de 7 heures sont déjà signés. Ben oui, c'est normal, nous autres, on les signe tout de suite, puis après ça, on va les donner durant la nuit. Si les patients ne les ont pas pris, ça va être écrit qu'ils ont reçus. Donc, un ou l'autre, il faut vraiment le faire au bon moment. Donc, de Oui. signer les médicaments dès que les médicaments ont été administrés, parce que des fois, ils les prendront pas, ils vont les refuser. Donc, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que des fois, on ne donnera pas cette médication-là. Puis, je suis toute pour la conscience de l'acte qu'on est en train de faire. Quand on signe nos médicaments, là, on sort de la chambre, on va aller signer dans la feuille d'enregistrement qu'on a donné tel médicament. Bien, quand on le signe, là, si on est conscient de ce qu'on est en train de faire, bien, c'est un moment pour revérifier nos choses aussi encore une dernière fois, là, puis de se rendre compte que peut-être que la dernière ligne, finalement, c'était la dernière page en dessous, puis je l'ai sautée. Donc, c'est une façon de revérifier que j'ai donné tous mes médicaments, par exemple, ou que je n'ai pas oublié, ou de se rendre compte qu'on a fait une erreur aussi, des fois, ça se peut. Mais c'est un moment de revérification là, qui est important. Fait que je pense qu'il ne faut pas juste signer non plus aveuglément tous les médicaments qui sont à 21 heures en automatisme. Il faut être conscient de ce qu'on signe pour faire une double vérification. Tout à fait. Mm. Donc, Puis si jamais on se rend compte qu'on fait une erreur, là,
pas parlé encore de qu'est-ce qu'on fait si on en fait une erreur. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place si je me rends compte que je n'ai pas donné le bon médicament au bon patient? Ben, si tu n'as pas donné que ce soit pas au bon patient ou que ce ne soit pas la bonne posologie, Mhm. on a un code de déontologie qui nous structure là-dedans. On a l'obligation de déclarer et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de minimiser les effets de l'erreur qu'on vient de faire. Donc, si j'ai donné un demi-comprimé puis je devais en donner un, ben, ça va être d'aviser le patient de dire: je me suis trompé dans votre posologie, je vous ai pas donné, je vous en ai donné moins que vous devriez en avoir. Ça, c'est une, entre guillemets, une belle erreur parce qu'on va redonner un médicament, on va compléter la dose du médicament qu'on s'est trompé. Mais, et ensuite de ça, donc, de mettre en place, mais il faut vraiment donner l'information au patient pour dire qu'on a fait une erreur. On n'a pas le droit de dissimuler une erreur. Okay? Mhm. Puis, ça fait partie de notre code de déontologie. Quand c'est par rapport à un patient, c'est une chose, mais quand c'est qu'on s'est trompé de patient, je l'ai donné à un autre patient, il faut aviser le patient qu'on lui a donné de la médication qui n'était pas à lui. Mais aussi, il faut aller voir le patient à qui le médicament était destiné pour lui dire, ben vous n'avez pas reçu votre médicament. Et il faut donner le médicament qu'il n'a pas reçu. Donc, Mhm. quand c'est une erreur de patient, on doit gérer deux patients, donc deux surveillances, deux éléments différents. Donc, je pense que c'est ça. Après ça, ben oui, il y a toujours la paperasse, là, la H223, le rapport de divulgation. Donc, ça, c'est des mécanismes. Puis, on pourra peut-être en parler une autre fois de tout ce qui est paperasse. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais il faut faire ces rapports-là. Mais au Mhm. départ, avant, moi, j'ai toujours dit qu'avant de faire de la paperasse, il faut vraiment régler les problématiques. Donc, de Ouais. dire, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place comme surveillance? J'ai donné un antihypertenseur à un patient qui n'en a pas besoin. Bien, je vais surveiller la tension artérielle de ce patient-là. C'est sûr que je vais aviser le médecin. J'ai donné par erreur je ne sais pas moi, un Lopressor X à tel monsieur. Bon, ben, le médecin, c'est sûr qu'il va nous donner des directives. Mais s'il n'y a pas de médication à donner pour compenser l'erreur, ça reste que c'est de la surveillance à faire. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin du médecin pour te dire qu'il faut que tu surveilles la tension artérielle de ce patient-là. Et là encore, tu vas le surveiller au bon moment. Tu viens d'y donner, même si tu prends sa pression, ça n'aura peut-être pas changé. Donc là, l'importance de connaître les médicaments, de dire, bon, on va aller surveiller au début d'action puis au pic d'action. Donc, au pic d'action, c'est là où la tension artérielle devrait être la plus basse. C'est là que je vais aller la valider. Ouais. Donc, ça, c'est toutes les surveillances post-erreur. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres éléments par rapport aux Mais erreurs. non, pas vraiment, parce que dans le fond, je pense que c'est ça, il faut évaluer c'est quoi l'erreur, voir l'impact, agir dessus. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que souvent, c'est quand on se rend compte on a fait une erreur, je pense que ce qui t'envahit le plus, c'est un sentiment de peur. Tu n'as pas le goût d'aller voir le médecin, d'aller dire que tu t'es trompé dans ton dosage. Tu as peur de son jugement à lui. Tu as peur du jugement du patient aussi, de faire briser la confiance avec ton patient. Tu as peur du jugement de tes collègues, probablement, au travers de ça. Donc, c'est un step là, qui demande probablement beaucoup de jus. Je dis probablement, mais je l'ai vécu, c'est pas probable, c'est mon expérience aussi. On n'a Mhm. pas le goût d'aller divulguer cette erreur-là, mais c'est super important de le faire, par exemple. Puis ça va nous demander du courage. Là. Ça, je pense que ça nous demande réellement un OK, là, Karine, tu as fait une erreur, il faut que tu fonces quand même parce que c'est le patient qui est au cœur de tes soins, puis on ne veut pas de bris de sécurité pour lui, mais ça va te demander beaucoup. Puis ça, je pense juste de nommer puis de dire que c'est difficile, ça va t'aider à gérer ces sentiments-là. Après ça, je pense que dans l'avenue de l'honnêteté puis dans l'avenue de l'action par rapport à l'erreur, c'est beaucoup mieux de divulguer ton erreur puis de mettre en place des solutions puis des évaluations que de camoufler. Premièrement, au niveau éthique et déontologique, c'est interdit, hein? Puis on ne devrait pas faire ça. On pourrait avoir des conséquences au niveau de notre ordre professionnel et tout ça. On ne camoufle pas des choses. Mais en plus, ben, ton patient il est en manque de sécurité. Là.
Donc, tu ne seras pas bien avec ça non plus, toi, en tant qu'infirmière. Il faut que tu agisses, il faut que tu ailles dire tes choses. Je pense que de ne pas avoir peur de ce jugement-là, l'infirmier qui prend le rapport au changement de chiffre a sûrement fait des erreurs aussi. S'il dit qu'il n'en a pas fait, moi, je ne le crois pas, en passant. Je pense que tout le monde a fait des erreurs dans sa vie. Après ça, le médecin, probablement aussi. Donc, ils vont être sensibles à l'erreur que tu as fait. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles voir et que tu mettes un plan de match en place pour ton patient. Après ça, on a parlé du rapport d'incident, mais je pense qu'on fera un balado sur la paperasse. C'est assez gros, en effet. Mais juste de cadrer cette fois-ci que cette paperasse-là, ce rapport d'incident ou accident-là que je dois remplir pour divulguer mon incident ou mon accident que j'ai fait, bien, c'est pas punitif. Tu sais, c'est pas pour que mon infirmière chef voit que je me suis trompée à telle ou telle place, puis qu'elle mette des mesures en place pour moi, puis qu'elle me suspende ou peu importe. Ce rapport d'incident-là, c'est pour qu'on puisse faire des statistiques, puis qu'on voit qu'est-ce qui est récurrent dans la pratique, puis qu'on puisse mettre en place des choses, pas juste pour toi, pour tout le monde en tant qu'infirmière. Tu sais. Puis c'est en remplissant ces rapports-là qu'on se rend compte qu'il y a des fragilités au niveau de notre réseau de santé, qu'on est capable de mettre des choses en place. Fait que même si on a l'impression que c'est une punition de remplir ce bout de papier-là, que ça ne nous tente pas, il y a des bienfaits à ça. Moi, j'en ai cumulé là, cet été dans mon poste de gestion. Quand j'ai travaillé cet été, j'ai fait de la gestion un peu, puis j'ai cumulé des rapports d'incidents. Mais quand je regarde les stats, je suis capable de me dire que notre fragilité au niveau de l'équipe de soins, c'est de faire, par exemple, au niveau de la préparation des médicaments, c'est quand on retranscrit une ordonnance. Ce n'est pas donc à la préparation des médicaments, c'est un mauvais exemple. Mais que quand on retranscrit une ordonnance, il y a plus d'erreurs que dans d'autres volets là, de la médication. Bien, je vais mettre des choses en place pour mon équipe quand je vois ça. Ou si c'est quand on ne voit pas les demi-comprimés, mais je vais dire à mon équipe, regardez quand c'est des demi, soulignez-les au highlighter au moins, au surligneur. Donc, on va mettre des choses en place pour diminuer ces erreurs-là. C'est pour ça qu'il est là, ce rapport d'incident-là. C'est pas pour te taper sa tête puis te punir. Mais ça aussi, on va falloir en reparler. Oui. Donc, écoute, c'était super intéressant, Karine. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Je pense qu'on va en reparler aussi parce que les erreurs, ça fait partie de malheureusement, partie de notre quotidien. Mais savais-tu qu'il n'y a pas, au niveau des erreurs, il n'y a pas 50% des erreurs qui sont répertoriées. Les pires sont des erreurs qui ne sont pas vues. Mm-hmm. Donc, tu as donné des médicaments, à un mauvais patient, mais tu t'en es pas rendu compte. Donc, ça, il y a eu des recherches de fait là-dessus sur des complications de patients. Donc, des patients qui ont compliqué il n'y a pas de raison. Tu sais, un patient qui n'est pas insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, qui chute une pression sans rien, il n'y a pas de médicament pour la pression. Puis de se rendre compte, bizarrement, le patient d'à côté, parce que c'est une chambre double, lui avait des médicaments antihypertenseurs, puis dans cet même épisode de soins-là, lui a fait une augmentation de tension artérielle. Il est supposé d'avoir reçu ses médicaments, c'est marqué. Donc, il y a eu possiblement une erreur d'identification de patient. Donc, ils n'ont reçu pas les bons médicaments. Et ça, c'est de plus en plus documenté. Donc, vu qu'on va mentionner dans notre évaluation de patient, donc tous les éléments qui ne vont pas bien, bien, après ça, on est capable d'aller chercher ces informations-là pour voir qu'il y a des erreurs qui ne sont pas vues lorsqu'on les fait. Mais on peut soupçonner que, parce qu'on ne peut pas vraiment, à moins d'avoir des caméras là, dans les chambres, là, mais on n'est pas capable de voir qu'il y a eu vraiment une erreur. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, quelqu'un, comme tu dis, qui n'a jamais fait d'erreur, ben, ma première chose, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'erreur, c'est parce que tu t'en es pas rendu compte. Parce que tout le monde a fait des erreurs. Oui. Et puis, dans notre profession, on va aussi être témoin d'erreurs de d'autres personnes. Puis, c'est pas à négliger non plus. Donc, il faut que je les rapporte, ces erreurs-là, malgré la peur qui vient avec le constat de dire à ma collègue Sylvie, plus expérimentée, qu'elle s'est trompée hier puis qu'elle n'a pas relevé telle affaire. Il faut que je le fasse parce que, encore une fois, le patient est au centre de mes soins puis c'est lui qui prime là-dedans. Et puis, au niveau déontologique et tout ça. Mais c'est important autant de rapporter les erreurs des autres puis de aussi mettre en place
ce qu'il faut pour cette erreur-là. Ensuite, la surveillance qui va en découler, tout ça. Je t'ai parlé, là, on va conclure rapidement, mais je t'ai parlé plus tôt aujourd'hui un moment donné, j'étais rentrée dans la chambre, puis le tuyau d'oxygène de la patiente était connecté au mauvais débitmètre au mur. Donc, son oxygène était connecté au débitmètre du patient d'à côté. Donc, sur celui de la chambre de mon patient, bien, il y avait de l'oxygène. On faisait juste monter tout le temps son oxygène. Il y avait un tube, mais ce n'était pas le tube qui était connecté à mon patient. Fait que ma patiente désature. Puis, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on fait juste augmenter tout le temps l'oxygène, mais je me rends compte que quelqu'un avait switché les tuyaux d'oxygène. Donc, ma patiente recevait très peu d'oxygène par rapport à ses besoins. Bien là, on va agir, on va faire un rapport d'incident pour montrer que ça, c'est arrivé parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se répète. Fait qu'il ne faut pas minimiser ça, puis juste dire, tu sais, c'est arrivé, puis c'est tout, j'ai rétabli, la patiente sature bien, elle va bien finalement. Il faut mettre des choses en place là, par la suite pour éviter que ça se répète. Hein. Ouais. Ouais, ça va, je pense que ça va faire le sujet d'un autre balado. Donc, on pourrait en faire une juste sur justement les erreurs, la déclaration d'erreur, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on peut aller rechercher comme information dans ces rapports-là en les faisant, puis l'impact que ça a à ne pas en faire. Mm-hmm. Donc, de ne pas les déclarer. Ah, c'est vrai. La profession est vaste, finalement. On pourrait faire des balados jusqu'à notre retraite, toutes les deux. Donc, ben, merci beaucoup, Karine, pour ce partage-là. Je pense que on a un peu démystifié un geste qui est tellement quotidien, qui est tellement répétitif dans les soins infirmiers et que ça amène justement son lot d'erreurs. Donc, de se remettre là-dedans puis de revoir que c'est pas juste un geste, on n'est pas juste des passeuses de pilules, on est vraiment le dernier filet de sécurité lorsqu'on administre de la médication pour nos patients. Donc, j'espère que ça va aider nos étudiantes, que ça ne les découragera pas non plus, mais qu'ils vont pouvoir se mettre déjà en place leur propre filet de sécurité pour s'assurer d'administrer la médication comme tout bon professionnel devrait le faire là, de façon sécuritaire. Ah, tu as raison, il ne faut pas que ça les décourage. Dans le fond, ça fait partie de notre réalité. Il faut connaître nos fragilités et mettre nos filets. Mais après ça, on est humain. Puis on s'expose énormément dans notre profession. Fait qu'il faut être tolérant avec notre fragilité d'humain. Hein? On n'est pas des robots, puis on ne remplacera pas les infirmières par des robots, j'espère. Fait qu'on accepte qu'on n'est pas des robots, puis qu'il y a des erreurs qui viennent avec l'humain derrière le soin. C'est super important d'avoir une humain derrière ça. C'est ça, mais de mettre en place tous nos mécanismes pour éviter le plus possible les erreurs, parce qu'on n'en veut pas. On ne voudrait pas en avoir comme patient. On ne veut pas en donner non plus lorsqu'on donne la médication. Absolument. Ben, merci beaucoup, Céline. Ben, merci à toi, puis on se revoit pour un prochain épisode. Oui, à bientôt. Bye-bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces, des histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière. Rappelez-vous que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part. À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci de faire grandir la communauté de infirmières de novices à expertes.